moi, je suis, comme Gabriel vient de le dire, je suis médecin. J'ai été pendant 15 ans médecin en équipe mobile de soins palliatifs. Et dans ce rôle, je me suis retrouvée très régulièrement et avec un grand plaisir en position de tiers entre le patient et sa famille, le patient et l'équipe, les infirmières et les médecins, dans ces situations où aucune bonne réponse ne s'impose et où tout le monde est en grande souffrance. Et le hasard a voulu qu'un jour, je rencontre dans un dîner chez des amis Claude Roy, qui est ici, à la Roy, et que nous avons échangé. Il m'a parlé de la médiation. J'ai trouvé que c'était une notion extrêmement intéressante que je ne connaissais pas et qui complétait et creusait cette position de tiers que j'avais découverte avec beaucoup d'enthousiasme. Et donc, je suis allée à la sensibilisation des 3 jours de sensibilisation de l'ANM, où j'ai rencontré Gabriel. Enfin, ces formations tout à fait étonnantes où il y a autant de formateurs bénévoles que d'étudiants qui sont dans cet enthousiasme de pionnier qui, moi, m'a beaucoup touchée et me rappelait aussi l'ambiance du début du mouvement des soins palliatifs. Et puis, l'autre raison de cet investissement, c'est que j'ai eu la chance, donc, au cours de ma carrière, d'être à l'hôpital Broussais avant la fermeture, donc, et le transfert à l'hôpital Georges Pompidou, avec un directeur qui était un homme assez exceptionnel, qui est actuellement un peu au placard, Michel Billis, et qui a été le pionnier de la démocratie sanitaire en créant à Broussais la première maison des usagers. Et donc, j'ai été tôt sensibilisée à cette importance d'entendre et de reconnaître la parole des malades et tout ce qu'ils ont à nous apprendre, à nous, les professionnels. Parce que souvent, quand on est médecin, c'est qu'on a choisi son camp. Si on est médecin, on n'est pas malade. Mais la vie est plus compliquée que ça. Et donc, dans ce contexte, j'ai fait un DU de médiation à l'IFOMEN. Et puis, j'ai pu, en 2012, rejoindre un groupe de travail qui s'était constitué à l'ARS, l'Agence régionale de santé, autour de la médiation en institution. Et puisque, en fait, dans le monde de la santé, où il y a un tout petit rappel historique, parce que la médiation est très mal connue et très mal intégrée dans le monde de la santé, en 2005, à la suite de... Non, 2005 ou 2008 ? Je ne sais plus, à la suite donc de la loi relative aux droits des malades, la loi Kouchner du 4 mars 2002, donc il y a eu une circulaire créant dans tous les établissements de santé une commission de relations avec les usagers et la prise en charge des patients. Et dans cette commission étaient créés, pas tout à fait ex nihilo, mais presque, des médiateurs, médecins, médiateur médical et médiateur non médical. Et cette invention du médiateur médical est quelque chose qui faisait suite à la conciliation qui avait été... Il y avait eu des médecins conciliateurs dans les années 90, mais qui étaient là essentiellement pour essayer de réduire la judiciarisation des plaintes et consoler un petit peu les plaignants. Et cette notion de médiation, elle n'a pas du tout été discutée dans le monde professionnel quand ce texte est sorti, enfin avant la sortie de ce texte, même je dirais, je pense au moment de la réflexion sur le texte, de sorte que ce texte est un contresens quasi total par rapport à ce que doivent être les qualités du médiateur, à savoir qu'il a été décidé que le médiateur médecin était choisi dans la collectivité médicale de l'établissement par ses confrères et désigné par le directeur de l'établissement, ce qui est bon pour la neutralité et l'impartialité, qu'il était par ailleurs tenu de faire un rapport écrit et bien développé à la commission de relations avec les usagers, qui met un peu à mal la confidentialité, etc. Des choses qui montrent à quel point on était comme... c'est Michel Guillaume-Hoffnung qui le disait récemment, dans le désir du mot, beaucoup plus que le désir du concept de médiation. Le mot médiation est à la mode, alors on met médiation à la sauce de la santé, allons-y gaiement, sans du tout... prendre en compte le concept qui est pourtant un concept tellement riche. Donc j'ai eu la possibilité de participer toute l'année 2012 à un groupe de travail de l'ARS autour de ce bilan de la médiation en établissement de santé.
Et c'est dans ce contexte que j'ai rencontré mes deux comparses, Stéphane Billard, qui va se présenter et qui est juriste de formation, et Jean-Luc Plavis. Et donc, ce groupe de travail s'est limité à une réflexion sur la médiation médicale à la suite de l'analyse des statistiques qui montrait qu'il y avait donc en 2010 environ 2, quelque chose médiation par établissement et par an, médiation médicale, et 0, quelque chose médiation non médicale par établissement et par an. Donc le groupe s'est limité à la médiation médicale, ce qui était un petit peu dommage, mais ça avait été constitué comme ça. Moi, je suis rentrée à la deuxième séance, et j'ai fait rentrer un représentant des usagers, donc Jean-Luc, parce qu'il me semblait aussi qu'un petit groupe qui ne regroupait que des médecins était quand même un peu discutable pour réfléchir à la question de la médiation, et est-ce que le thème des parties prenantes qui a été évoqué là dans toute la journée m'a beaucoup parlé. Enfin, je trouve qu'on est, nous, très concernés par ce principe des parties prenantes. Et donc, dans les missions de ce groupe de l'ARS, la première était de rédiger un guide de bonnes pratiques pour la médiation en établissement. Et ce que nous avons fait, et qui est accessible sur le site de l'ARS, et qui, je crois, est un document très perfectible, mais quand même qui présente certaines qualités, certaines questions, voire critiques autour des textes tels qu'ils sont. Et puis, l'autre chose que souhaitait l'ARS, c'était la création d'un réseau régional, au départ, donc, de médecins médiateurs. Et puis, de ce petit groupe d'une douzaine de médecins médiateurs qui venaient plus ou moins régulièrement à l'ARS, personne n'a voulu au départ se mobiliser pour s'investir dans la création du réseau. Et donc, c'est quelques mois après la dissolution du groupe que nous nous sommes retrouvés tous les trois pour se dire que c'était quand même essentiel de constituer dans ce monde de la santé qui était dans de telles difficultés, là encore en crise de confiance réciproque, je dirais, des médecins qui ont peur de cet usager, comment on avait dit, augmenté, hein. Ces citoyens qui sont informés et donc dont le médecin redoute le savoir, et donc il y a une méfiance d'une part des professionnels à l'égard de ces malades qui vont poser tellement de questions alors que tout est si simple puisque c'est nous qui savons. Et puis de l'autre côté, il y a très souvent une défiance des usagers, justement, qui croient avoir les mêmes connaissances. Je pense, ce n'est pas le sujet du jour, mais que savoir et connaissance, ce n'est pas tout à fait la même notion, et que l'expérience, par exemple, est quelque chose de quand même très essentiel associé au savoir, et que donc, souvent, l'usager, dans ce bras de fer, est-ce qu'il en sait vraiment plus que moi? Enfin, tout prête à la méfiance, à la défiance, et la confiance est vraiment, vraiment en cause. Et donc, ce principe de la médiation, dont je pense que c'est un des outils de restauration par le voie du dialogue, de la confiance entre les parties prenantes, nous semblait très, très intéressante. Et nous avons élargi le propos qui initialement était donc d'organiser un réseau de médiation institutionnelle à la médiation en santé, en considérant qu'il y avait, comme Mme Lysiade l'a rappelé tout à l'heure, aucune structure de médiation, par exemple dans les établissements sanitaires et sociaux, dans les maisons de retraite, qu'il était essentiel que dans ces structures-là aussi, il puisse y avoir un recours à la médiation, que de la même façon en médecine libérale, il n'y a pas de médiation, ce sont les... Ah oui, ce sont les conseillers ordinaux qui reçoivent les plaignants et qui écartent bon nombre de plaintes. Et puis l'autre dimension de ce réseau est de créer une structure de formation qui soit une structure ouverte, à la fois formation pour les médiateurs, supervision des pratiques,
mais également une structure visant à créer une acculturation et un socle commun de sensibilisation, d'échange au niveau autant juridique, je dirais, que du langage même, parce qu'on sait bien à quel point les médecins peuvent jargonner, pour, là encore, à partir de ce socle commun de connaissances partagées, pouvoir avancer dans le dialogue et les échanges. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les médiateurs, je suis très heureux d'être là. Moi j'ai la particularité, c'est d'être le malade, le malade chronique depuis 25 ans, et lorsque je suis tombé malade, et quand je dis tombé, c'est bien le cas, à 21 ans, on annonce à mes parents que je n'avais plus d'avenir. Voilà, donc aujourd'hui j'ai pu démontrer quand même que il y a quand même un avenir, même quand on est malade, on peut quand même arriver à se battre. C'est très compliqué parce que dans le système de santé, on est confronté bien sûr à la maltraitance ordinaire. Alors, dans mon cas, à l'erreur de diagnostic, on est confronté aux problématiques du parcours de soins, puisque si j'étais très bien suivi à l'hôpital, une fois sorti de l'hôpital en ville, la maladie de Crohn était quelque chose de très peu connu, il y a 25 ans en arrière, avec très peu de traitements qui existaient. Les seules solutions, c'était les hospitalisations, la chirurgie, en tout cas dans mon cas, qui était une forme sévère et résistante de la maladie. Et petit à petit, voilà, le malade qui était plutôt en position de faiblesse, vulnérable, le malade est devenu sachant. De sachant, il est devenu patient expert. Et puis, il s'est impliqué dans le milieu associatif. Donc, je suis rentré au collectif interassociatif sur la santé en tant que délégué à la communication et au partenariat. J'ai intégré un hôpital en tant que représentant des usagers, dans ce que vous disiez tout à l'heure, Daniel Lecomte, où j'ai été amené aussi à essayer de travailler avec les professionnels de santé, avec la direction de l'établissement, avec les patients, à traiter les plaintes, les réclamations des patients, essayer d'intervenir aussi sur des situations un petit peu conflictuelles en lien avec le médiateur de l'établissement pour répondre un petit peu aux questions des parents qui pouvaient avoir perdu un enfant. Ou alors un fils, ou une mère ou un père. Et donc c'était un petit peu mon rôle. Et puis en étant en contact avec ces personnes, en apportant, alors je ne faisais pas de la médiation, mais j'étais là pour accompagner le médiateur, essayer d'expliquer aussi ce que pouvaient ressentir ces personnes-là, ce que pouvaient aussi ressentir les professionnels de santé, parce qu'un professionnel de santé, lorsqu'il est confronté à un dysfonctionnement, il y a une erreur, la culpabilité est là, c'est extrêmement difficile pour eux à supporter. Quand on parle du prendre soin, il n'y a pas de prendre soin justement dans ce cadre-là. Et ce prendre soin, il est aussi important pour les patients que pour les professionnels de santé si on veut qu'ils puissent parvenir ensuite à se remettre aussi en question sur certaines pratiques. Et puis finalement, à ce que ces erreurs ne se reproduisent pas. Donc voilà, c'est tout un travail qu'il y a à faire. Donc par ce biais-là, j'ai été amené par la suite donc à m'intéresser beaucoup plus à la médiation. Donc j'ai rencontré en fait à l'époque Alain Michel Serretti, qui était le conseiller santé du médiateur de la République, et qui m'a dit Jean-Luc, tu as la chance justement d'avoir compris que à l'hôpital, il ne fallait surtout pas, en tant que représentant des usagers, s'inscrire dans la culture de la faute vis-à-vis des professionnels de santé, mais dans la culture de l'erreur. Et il m'a dit, ce serait bien que tu travailles avec moi pour essayer de porter un peu cette réflexion au sein des associations agréées, qui sont là, elles, pour défendre les droits des patients, mais que les droits, s'ils existent, comme on disait tout à l'heure, il y a aussi des obligations, et puis il y a des situations qui font qu'on n'est pas l'avocat du malade, on est là pour essayer de faire en sorte que le système fonctionne correctement, le mieux possible, que la prise en charge soit de qualité, et puis qu'on puisse aussi apporter justement des mesures correctives lorsqu'il y a eu un dysfonctionnement, lorsqu'il y a eu une erreur dans la prise en charge d'un malade. Et petit à petit, bien sûr, donc j'ai été en contact direct avec les usagers de l'hôpital, mais plus largement sur le plan régional, puisque je m'occupe en fait de tous les représentants des usagers qui siègent dans tous les établissements de santé, les établissements, les hôpitaux, les cliniques. Ça fait quand même 450 établissements en Île-de-France. Et j'ai été aussi en contact avec les professionnels de santé, et c'est ce qui m'a amené petit à petit aussi à me dire, mais en tant que représentant des usagers, en tant que malade, en tant que patient expert, on ne peut pas non plus, nous, dans notre position, rester à l'extérieur et ne pas co-construire, ne pas travailler avec ces professionnels de santé, ce qui m'a amené d'une part à participer, à créer
une maison de santé pluriprofessionnelle universitaire avec des médecins, avec des infirmières, à y intégrer justement cette nouvelle technologie du numérique, la télémédecine, les applications mobiles, et puis aussi donc à travailler avec Stéphane, avec Daniel Lecomte sur la médiation et à faire en sorte, si vous voulez, justement que cette médiation ne soit plus celle qu'on a l'habitude de rencontrer encore aujourd'hui dans les établissements de santé. On a quand même des médiateurs qui ne sont pas tous forcément formés, dont le fonctionnement est très hétérogène. Donc beaucoup sont restés encore sur une position de défense du père, position de père, et pas là pour essayer justement de trouver des solutions, avec des directions d'établissement qui n'ont pas encore pris conscience que la médiation, ça pouvait être aussi un moyen, éviter bien sûr les procédures judiciaires, ça c'est une chose, mais surtout de faire en sorte de revoir un petit peu la pratique organisationnelle des établissements et voilà, d'avoir une certaine ouverture, une acculturation aussi entre professionnels et puis représentants des usagers. Mesdames, Messieurs, effectivement, je vous demande d'applaudir cette intervention de Jean-Luc Claviste qui nous a donné son témoignage et ce parcours tout à fait intéressant et exceptionnel. Stéphane Billard, quelques minutes, la parole également. Bonsoir à tous. Je sens que mon intérêt à moi, c'est de rester le plus longtemps ici. Je sens que votre intérêt à vous, c'est de bientôt partir. Donc je vais être très court. Je suis juriste et médiateur de formation. Je tiens davantage à insister sur ma formation de médiateur parce que je ne conçois pas qu'on puisse appréhender une difficulté sous le seul angle juridique. Quand on est en médiation, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Je ne sais pas si ça se joue d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses en jeu. Il y a de l'affectif, il y a des situations familiales qui sont difficiles, il y a des représentations qui sont là présentes, il y a une lecture de la situation par rapport à sa propre expertise, il y a des a priori, il y a la volonté parfois de disqualifier a priori le discours de l'autre, il y a la volonté aussi de caricaturer les opinions pour mieux les disqualifier. Et si à un moment donné, je préfère être médiateur que juriste, c'est parce que ça permet de mieux prendre en compte la complexité des situations et de mieux entendre le discours de chacun. Je ne veux pas juger, je suis là parfois observateur, j'essaie de distribuer la parole, réinterpréter, reformuler les phrases, essayer de faire en sorte que le conflit baisse en intensité, que les gens se parlent, puissent échanger, remettre quelque chose en commun, trouvent un point de convergence. Mais surtout, si je préfère être médiateur que juriste, parce que c'est pour une raison assez simple, c'est que quand vous êtes dans une salle où il y a des gens qui pensent que l'autre était l'assassin du proche, et que tout à coup, en sortant de la salle, ils ont trouvé un peu d'apaisement, mon Dieu que ça fait du bien. Mon Dieu que ça fait du bien. Voilà, je vous remercie.